Monsieur le Président du Global Positive Forum, cher Jacques, distingués invités de la table ronde, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole à l'occasion de cette nouvelle édition du Global Positive Forum pour conclure cette session sur un thème qui a retenu toute mon attention, combattre les inégalités pour lutter contre la pauvreté. Car nous sommes convaincus que l'action contre la pauvreté s'inscrit au cœur de celle menée contre les inégalités. Dans un monde où les inégalités prennent des formes multiples et se creusent partout, cet appel à l'action de combattre les inégalités pour lutter contre la pauvreté résonne comme un impératif moral et sociétal. Je souhaite apporter ici mon témoignage à la fois comme citoyen congolais et comme citoyen du monde. Mesdames et messieurs, dans la région où je travaille, à l'hôpital des Panzi, à l'est de la République démocratique du Congo, le tissu social a été détruit par des décennies de conflits et les belligérants ont cherché à déshumaniser la femme en transformant son corps en un champ de bataille et en ayant recours au viol et violences sexuelles comme une véritable méthode de guerre, de terreur et d'asservissement, avec un objectif stratégique très efficace, celui de déplacer les communautés entières pour s'accaparer leurs terres et exploiter les richesses de leur sous-sol dont la population locale n'a jamais pu bénéficier pour construire un développement endogène. C'est dans ce contexte à la fois scandaleux et tragique d'une population dont les terres regorgent des richesses, mais dont la majorité des individus vivent dans l'extrême pauvreté que nous prenons en charge les femmes victimes de violences sexuelles. Notre modèle d'assistance holistique inclut une réponse médicale et chirurgicale, le soutien psychologique, la réinsertion sociale et économique et la prise en charge juridique de nos patientes. J'aimerais ici brièvement développer notre troisième pilier, à savoir l'appui à la réinsertion sociale et économique, car il est intimement lié au combat contre les inégalités pour lutter contre la pauvreté. Les victimes de la violence sexuelle souffrent régulièrement des rejets et des stigmatisations. Ces deux facteurs les accroupissent dans la misère et telle est la raison pour laquelle nous cherchons à mettre tout en œuvre pour assurer leur réinsertion familiale, sociale et économique. Mesdames et messieurs, les femmes généralement sont discriminées dans nos sociétés, mais lorsqu'elles subissent les viols, elles sont tout simplement rejetées. Mais investir dans la femme, c'est investir au bénéfice de toute la famille, et donc pour le progrès et la prospérité de l'ensemble de la société. Sur le plan socio-économique, nos interventions ont pour objectif l'autonomisation économique des femmes et la réalisation de leurs potentialités. Elles visent à les rendre actrices du changement au sein de leur communauté après avoir obtenu les solutions adaptées à leurs problèmes de santé physique et ou de santé mentale. Ainsi, c'est avec satisfaction que beaucoup de nos patientes, après quelques semaines ou mois d'accompagnement et de renforcement des capacités, ici nous avons plusieurs types d'activités ou de profils qu'on donne à ces victimes de violences sexuelles, elles deviennent non seulement autonomes et fières de gagner leur vie et de contribuer au relèvement économique de leur communauté, mais se révèlent aussi des véritables actrices du développement dans leur milieu et deviennent des activistes pour les droits humains, la justice et la paix. À notre modeste échelle,
la Fondation Panzi, dont la mission initiale est de combattre toute forme de violence sexuelle, d'assurer une assistance holistique aux survivantes et de renforcer les capacités des femmes et leur rôle de leadership, contribue donc à la réalisation de nombreux objectifs de développement durable. Ces réalisations permettent de planter les graines pour un changement positif, mais notre responsabilité ne peut se limiter à réparer les conséquences des violences. Ainsi, nous plaidons pour un commerce équitable et transparent, une justice indépendante et impartiale, et l'émergence d'une nouvelle génération égalité pour traiter les causes profondes de la pauvreté dans notre société. Mesdames et messieurs, l'économie des guerres, qui prévaut largement à l'est de la République démocratique du Congo, profite abusivement à une élite corrompue au détriment du plus grand nombre qui croupit dans des conditions infrahumaines. Il est temps de rééquilibrer les choses et avec tant de richesses naturelles et de ressources minières, les Congolaises et les Congolais ont droit à vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine et être bénéficiaires des services sociaux de qualité en conformité avec les principes de base des droits humains. Il est temps de combler les fossés existants entre les droits internationaux des droits humains et les vécus tragiques et précaires de mes compatriotes. Le bien-être et la prospérité de la population congolaise n'ont pas vocation à être sacrifiés sur l'autel des intérêts géostratégiques pour toujours, car la justice est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité de bénéficier des progrès économiques et sociaux partout et pour tous. Aujourd'hui, le Congo est un pays clé de la transition énergétique avec l'essor de voitures et de vélos électriques dont chaque batterie nécessite entre 3 et 15 kilos de cobalt, dont le sous-sol de la République démocratique du Congo fournit le 2/3 de la production mondiale. Les Congolaises et les Congolais vont-ils encore faire l'objet d'atrocités des masses pour fournir à bas prix au reste du monde les batteries pour des voitures électriques soi-disant propres? Je rappelle ici qu'il y a plus de 100 ans, plus de 10 millions selon Adam Rothschild des Congolais ont été tués pour que l'Occident ait des voitures avec des pneus en caoutchouc. Et c'est comme si l'histoire était en train de se répéter. C'est bien sûr évitable si l'on parvient à forger un partenariat global à tous les niveaux, notamment entre l'État congolais, les grandes puissances, les acteurs économiques et les consommateurs, permettant de trouver un terrain gagnant-gagnant, car pour être durable, le progrès des uns ne peut se faire en déniant aux autres leur humanité. C'est seulement dans ces conditions que la globalisation de l'économie pourra aller de pair avec l'universalité des droits humains et que nous pourrons transformer les minerais des sangs que nous portons dans nos portables et nos laptops en minerais pour le développement endogène, non seulement des pays consommateurs, mais aussi du Congo. Et ainsi, on pourra lutter contre les inégalités et lutter contre la pauvreté. La paix durable en République démocratique du Congo et la stabilité dans le Grand Lac passera donc avant tout par un commerce transparent et responsable des ressources minières. Nous profitons de cette tribune pour appeler les candidates et les candidats français à se mobiliser pour exiger de l'État et des entreprises un approvisionnement propre des minerais utilisés dans toutes les nouvelles technologies pour contribuer à mettre fin à la guerre qui s'est faite sur le corps des femmes et des enfants, et ceci depuis plus de 25 ans à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs,
Pour lutter contre les inégalités et la pauvreté au cœur de l'Afrique, il faut aussi mettre fin à la culture de l'impunité, qui est une véritable tragédie, car elle alimente la répétition des conflits jusqu'à ces jours, notamment dans le Kivu et en Ituri, où les massacres se succèdent chaque jour dans une indifférence choquante des autorités congolaises et de la communauté des nations. Il y a plus de 11 ans, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains publiait le rapport mapping sur les graves violations des droits humains, des droits internationaux humanitaires commises entre 1993 et 2003 en RDC. Cette période couvre l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire africaine et même du monde, puisqu'il s'agit du conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ici, nous parlons de plus de 6 millions de morts. Les conclusions de ces rapports recommandent aux autorités de la République démocratique du Congo et la communauté internationale une réponse internationale ou internationalisée de la justice par les recours à la mise en place de tous les outils de la justice transitionnelle, tels que l'établissement d'un tribunal pénal international pour la RDC et ou des chambres spécialisées mixtes. À l'heure actuelle, où je vous parle, aucune des recommandations formulées dans ces rapports n'a encore été mise en œuvre, ce qui est particulièrement choquant face à la gravité et à l'ampleur des crimes qui sont d'ailleurs documentés. Il est temps de mettre fin au double standard et aux politiques de 2 poids, 2 mesures qui mettent à mal les principes d'égalité entre les peuples et minent la crédibilité de l'État de droit international tel qu'érigé en 1945, lorsque le monde a clamé haut et fort « plus jamais ça » au lendemain de l'Holocauste. Dans de nombreux pays à travers le monde et en Afrique, notamment au Rwanda, en Sierra Leone, en République centrafricaine, les Nations unies se sont pleinement investies dans la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. À l'instar de n'importe quel peuple cherchant à tourner les pages douloureuses de la dictature et de la guerre, les victimes congolaises n'ont-elles pas le droit à la vérité, droit à la justice, à des réparations, à des garanties de non-renouvellement des atrocités? Ainsi, nous exhortons les candidates et les candidats français à s'engager à utiliser tous les leviers à leur disposition, tant au niveau bilatéral que multilatéral, pour mettre fin au scandale de l'impunité en RDC. Ça ne serait que la mise en œuvre du principe d'égalité des peuples à jouir de leur droit à la justice. Mesdames et messieurs, la lutte contre toutes les formes de discrimination et d'exclusion doit être au cœur de toutes les politiques publiques et nous plaidons pour l'émergence d'une nouvelle génération égalité. Nous saluons l'engagement de la France qui a placé la lutte contre les inégalités comme thème directeur de sa présidence du G7 en 2019 et a placé l'égalité femmes-hommes à l'agenda de la communauté internationale. C'est dans ce contexte que j'avais eu l'honneur de coprésider le Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes. Nous avons proposé dans le cadre du partenariat de Biarritz un bouquet législatif inspiré des meilleures pratiques à travers le monde et nous avons orienté nos priorités autour de 4 axes visant à mettre fin à la violence basée sur le genre, assurer le droit à l'éducation et à la santé pour tous, promouvoir l'autonomisation économique des femmes et enfin assurer l'égalité complète entre femmes et hommes dans les politiques publiques. Ainsi, les chefs d'État et du gouvernement du G7 se sont engagés à mettre en œuvre dans leur système national les lois progressistes relatives aux droits humains des femmes et supprimer celles qui les discriminent. Si nous sommes très fortement en faveur d'une diplomatie féministe visant à rendre l'égalité entre les sexes effective tant en droit que dans les faits, nous pensons qu'il est primordial de lutter avec la même vigueur contre les autres formes de discrimination, notamment celles basées sur
l'origine sociale ou la couleur de la peau ou l'ethnique. Dans une société inclusive, la pauvreté n'a pas vocation à se transmettre en héritage. En effet, la pauvreté n'est pas une fatalité, elle est avant tout le résultat des choix politiques et économiques. Elle n'est pas la faute des individus qu'elle frappe, mais bien une injustice, un échec de l'ensemble de la société. Lorsque l'on sait que 1% de la population mondiale possède plus les restes de l'humanité réunis, il est évident que les politiques sont à revoir pour réduire ces fossés malsains et dangereux qui ne peuvent être durables. Notre système économique globalisé doit se mettre au service de la majorité et non profiter exclusivement à une élite, car les inégalités constituent non seulement une négation de droits fondamentaux, mais nuisent aussi l'intérêt général, à la croissance, à la cohésion sociale et enfin, de compte à la paix et à la sécurité, tant au niveau national qu'international. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de fatalité. Tout est une question de volonté politique. Au niveau global, nous rejoignons pleinement les recommandations de M. Olivier Schouter, rapporteur spécial sur le droit de l'homme et l'extrême violence, qui plaide pour la mise en place d'un fonds mondial de protection sociale. Ces fonds auraient vocation à compléter, à soutenir les efforts de mobilisation de ressources nationales en fait de parvenir à une protection sociale universelle et augmenterait les niveaux de soutien aux pays à faible revenu. Au niveau français, la stratégie nationale de prévention et d'action contre la pauvreté du gouvernement jette déjà les bases pour construire un État-providence au XXIe siècle en mettant une emphase particulière sur la protection de l'enfance et les droits fondamentaux des enfants, ainsi qu'à la formation des jeunes, car l'éducation est le meilleur investissement pour préparer un avenir égalitaire, une prospérité partagée et un développement tant humain qu'économique. Ces initiatives vont dans la bonne direction et la prochaine session d'ailleurs de ces forums, l'enfance atout majeur de l'économie de la vie, traitera de cette question plus en profondeur. Ensemble, femmes et hommes, acteurs politiques et économiques du Nord et du Sud, citoyens et consommateurs, nous pouvons vaincre la pauvreté et mettre fin aux inégalités, ainsi contribuer à l'édification des sociétés plus inclusives, justes, égalitaires et durables, où chacun vivra à l'abri du besoin et pourra réaliser pleinement ses potentialités dans l'intérêt de tous. Je vous remercie.